Je vais être rejointe par le coordinateur des pôles de la Manif pour tous, qui va évoquer des questions concrètes sur la mobilisation à venir. Et par ailleurs, vous savez que nous sommes un mouvement national. Il y a en général avec moi un, deux ou trois porte-paroles. Et puis là, hélas, ils étaient tous pris. Ils habitent tous en province. Je suis la seule à habiter à Paris. Ils habitent tous en région. Et ils n'ont pas pu venir ce matin et ils ont des vies professionnelles. Et Albéric Dumont avait un examen de droit ce matin à 8 h. Vous savez qu'il est, il est étudiant en droit. Voilà, alors exceptionnellement, si ce n'est que le coordinateur des pôles, qui est en quelque sorte le directeur général, va arriver lui aussi, on est en cercle plus restreint. Mais j'ai pu parler avec chacun d'entre eux et je peux parler en leur nom, au nom du mouvement bien sûr, et au nom des porte-paroles qui m'ont exprimé dans des conversations que nous avons eues longuement hier soir, qui m'ont demandé de faire passer tel ou tel message ou de passer l'accent sur telle ou telle partie qui est très importante pour chacun d'eux. Alors je voudrais évoquer d'abord la manifestation bien sûr du 2 février prochain. Alors ça n'est pas une manifestation nationale puisque nous allons manifester à Paris et à Lyon, mais c'est une manifestation au-delà des frontières françaises puisque manifesteront également les Espagnols à Madrid, les Polonais à Varsovie, les Italiens à Rome. Il y aura aussi Madrid, Rome, Varsovie, il y aura aussi Bruxelles et il y aura aussi Bucarest. Voilà. Alors, je voudrais évoquer bien sûr les enjeux de ces manifestations. Les enjeux sont avant tout nationaux, aussi bien en France que dans les autres pays. Les questions qui sont soulevées depuis plusieurs mois par la Manif pour tous concernent en fait la France, mais concernent d'autres pays dans lesquels on retrouve les mêmes projets à des échéances bien sûr différentes, mais il y a également des projets du même type qui mettent en jeu la question de l'altérité sexuelle homme-femme et qui mettent en jeu l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, c'est pour moi le jus d'orange. Merci. Il y a aussi un rapport d'initiative qui s'appelle le rapport Lunasec qui a été présenté, merci beaucoup monsieur, un rapport Lunasec qui a été présenté en commission, qui va être présenté en assemblée plénière de l'Union européenne. Ce rapport Lunasec est aussi appelé feuille de route LGBT et c'est aussi la raison pour laquelle les citoyens européens sont appelés à s'exprimer. Mais je voudrais revenir aux enjeux nationaux français. Cette manifestation va être en quelque sorte une manifestation d'avertissement. Nous sommes tout à fait conscients et nous suivons les faits, les déclarations des uns et des autres, François Hollande et des ministres, et cette loi Taubira, dont nous continuons à souhaiter l'abrogation sans rétroactivité, mais nous savons évidemment que ce ne sera pas pour tout de suite. Nous savons que cette loi a des conséquences. Il y a une logique. Le mariage, c'est pour fonder une famille. Les personnes de même sexe ne peuvent fonder une famille. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas cessé de dire que cette loi est aberrante. Donc on a ouvert déjà l'adoption. Et nous regrettons très fortement, très fermement que l'on utilise les enfants adoptables pour les placer dans des familles, avec des couples qui ne correspondent pas aux besoins de ces enfants. Ils ont perdu leur père et leur mère et il est souhaitable pour eux d'être confiés à des familles où ils retrouvent un père et une mère. Nous nous sommes battus parce que nous ne souhaitons pas, il nous paraît aberrant pour ces enfants, qu'on les prive à nouveau une deuxième fois d'un père ou d'une mère. Nous trouvons cela injuste et nous disons la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Si je ne me trompe pas, cela fait partie des principes de la République française et j'allais dire les droits des uns s'arrêtent là où commencent les droits des autres. Et non seulement les droits mais les besoins des enfants sont d'avoir un père et une mère. D'ailleurs ils ne peuvent naître que d'un père et d'une mère, que d'un homme et d'une femme. Comme il y a très peu d'enfants à adopter, il y aura nécessairement, et il y a, la revendication pressante
d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Naturellement, s'il y a à un moment donné la PMA pour le couple de femmes, il y aura donc la demande, et elle existe, elle est revendiquée, la demande d'ouvrir la gestation pour autrui, les mères porteuses, pour les couples d'hommes. Alors là, j'allais dire d'ailleurs la GPA, couple d'hommes ou hétéro ou homo, la gestation pour autrui, nous y sommes absolument opposés. Il se trouve que les ministres comme François Hollande, un certain nombre de ministres comme François Hollande, ont tout à fait exprimé leurs souhaits, leurs convictions. Nous les avons souvent relayés à la Manif pour tous et nous les avons repris. Ils souhaitent l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et un certain nombre, en l'occurrence, ça n'est pas ce qu'a exprimé M. Hollande, mais un certain nombre sont favorables à l'ouverture de la GPA. J'ai en tête Najat Vallaud-Belkacem qui avait signé une tribune, qui avait co-signé une tribune sur ce sujet-là et qui est clairement favorable. Voilà. D'où ce que j'emploie comme terme, une manif d'avertissement. Madame Bertinotti a dit, et redit d'ailleurs, elle l'avait déjà dit récemment, nous savons qu'elle le souhaite, mais elle a dit dans le projet de loi famille, il n'y aura pas la libéralisation de la PMA. Oui, enfin, bon, ça c'est peut-être pour essayer d'éviter une mobilisation forte que manifestement le gouvernement craint. Nous savons pertinemment qu'il y aura un amendement. Il y avait d'ailleurs même eu le dépôt d'une proposition de loi l'été dernier. Les amendements dans ce sens ont été annoncés et par ailleurs M. Hollande nous a dit je suivrai l'avis du CCNE, c'était le 28 mars dernier sur France Télévisions. Ah bah oui, mais le 22 septembre dernier, il a renouvelé une grande partie des membres du CCNE. Donc nous, on ne veut pas se laisser berner. Et on veut dire tôt, vite, fort, que nous sommes opposés, à ce projet. Pourquoi? Encore une fois, parce que nous défendons l'intérêt supérieur de l'enfant. La société doit défendre les besoins de ses enfants. C'est impératif. Et elle doit défendre aussi les familles qui sont l'avenir de la société. Sans famille, la société s'arrête tout de suite. Elle doit défendre impérativement l'avenir et les besoins des familles et donc l'avenir de la société. Cette manifestation aussi pour exprimer notre inquiétude face à la diffusion du concept de genre dans les écoles. L'ABCD de l'égalité défend l'égalité des sexes. Nous sommes bien sûr infiniment favorables à l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, elle passe d'abord par la reconnaissance de ce que sont chacun des sexes. Et reconnaissance des sexes, non pas dans le rôle, quel métier, quelle fonction, etc. D'abord dans leur identité profonde. Et reconnaître l'égalité des sexes, c'est reconnaître l'être féminin. C'est reconnaître l'être masculin. Et c'est cesser de comparer sans cesse la femme, à l'homme. Comparer sans cesse la femme à l'homme et dire la femme doit pouvoir faire comme l'homme et la femme par rapport à l'homme et la femme, etc., etc. Sortons de cette comparaison permanente de la femme à l'homme. C'est profondément anti-féministe, c'est profondément irrespectueux de ce qu'est la femme. Moi, je n'ai pas besoin d'être comparée à un homme. Je trouve ça scandaleux. J'existe pour moi-même. La femme existe pour elle-même et par elle-même. Et on ne peut pas, on doit sortir de la comparaison permanente. C'est extrêmement choquant. Et de même, nier, vouloir passer à l'identité de genre, qui est un concept flou, que chacun exprime ou vit à sa sauce, etc. Ça n'est pas sain. Ça n'est pas bon parce que ça ne correspond pas à la réalité et ça n'est pas souhaitable. Et surtout à l'école, les enfants ont besoin de savoir qui ils sont, ils ont besoin d'avoir des repères, ils ont besoin de se construire et ils n'ont certainement pas besoin qu'on vienne leur dire, tu sais, garçon, fille, bon, c'est comme tu voudras, tout ça, c'est peut-être à remettre en cause, et puis c'est la société qui te l'a imposé. Non, l'homme est nature et culture. Il est culture et la dimension culturelle est très importante, c'est certain, mais l'homme est aussi nature, il est nature et culture, il y a l'inné et l'acquis, et on ne peut nier ni l'un ni l'autre, et il y a un juste équilibre entre les deux. Et pour cette raison-là, pour ces raisons-là, il nous paraît dangereux
de vouloir passer de l'identité de sexe à l'identité de genre, et particulièrement à l'école, les enfants n'ont pas à se plonger dans ces questions-là, extrêmement difficiles, extrêmement délicates, et qui sont des questions d'adultes. Les enfants sont libres quand ils sont épanouis, quand ils savent qui ils sont, quand ils savent où ils vont, et quand ils sont en harmonie dans leurs différentes dimensions, dimension sociale, dimension psychologique, dimension culturelle, etc. Et c'est cela qui est souhaitable pour les enfants, et ce n'est pas de brouiller totalement toutes les lignes pour eux, et ça n'est certainement pas de les faire rentrer dans des questionnements très difficiles. Voilà. Donc en sociologie, en philosophie, etc., que l'on s'intéresse à ces questions-là, les universitaires, les adultes, etc. Les enfants, non. L'école ça n'est pas le rôle de l'école. L'école est là au contraire pour les aider à grandir, à se construire, à recevoir un certain nombre d'enseignements, à acquérir un certain esprit critique, c'est vrai, bien sûr, certainement, mais non pas sur des questions d'identité très profondes qui, en outre, regardent d'abord les parents, quelles questions les parents veulent aborder, et les questions intimes regardent l'éducation donnée par les parents, et non pas l'éducation nationale. Et donc nous voulons continuer d'avertir, comme nous le faisons depuis un an sur cette question-là. La loi Taubira, elle est fondée, elle trouve ses racines dans ces questions de genre. Et c'est pour ça que j'insiste. La loi Taubira, elle revient à dire un couple de 2 hommes, ou un couple de 2 femmes, ou un couple d'hommes et de femmes, ça revient au même. Eh bien c'est faux, ça ne revient pas au même. Voilà. Alors d'autre part, vous savez qu'il y a un projet de loi famille en cours de préparation, qui est préparé de manière très mystérieuse. On change de méthode, on change de calendrier tout le temps, et en particulier, toutes les associations familiales sont exclues des préparatifs de cette loi famille. C'est quand même un comble. Connaissant les convictions, les positions de nos ministres, la Manif pour tous est très inquiète. Et d'autre part, ce qu'elle découvre petit à petit, au gré des desiderata du ministre de ce projet de loi famille, nous inquiète beaucoup. Le statut du beau-parent, c'est une question extrêmement importante. Le statut du beau-parent, nous y sommes opposés très fermement. Donner un statut équivalent aux parents et aux beaux-parents, ça n'est pas bon, ça n'est pas sain, ni pour les parents, ni pour l'enfant. Le père et la mère doivent ont un rôle qui doit être reconnu comme étant spécifique, comme étant particulier sur le rôle de tous les autres adultes qui entourent l'enfant. Le rôle du père et de la mère doit être reconnu. Les choix primordiaux d'éducation, les choix majeurs d'éducation, c'est au père et à la mère de les prendre et à personne d'autre. Alors bien sûr, pour les familles concernées, il faut trouver une solution, il faut résoudre les questions pratiques, bien entendu. Mais là, j'allais dire, il n'y a pas de quoi faire tout un plat extraordinaire. Mais aller jusqu'au statut du beau-parent, ça n'est pas souhaitable. L'enfant doit savoir pertinemment et clairement quel est le rôle de chacun autour de lui. Et il doit identifier facilement, parfaitement, que son père et sa mère ont un rôle spécifique. D'ailleurs, on constate que les pères en particulier sont extrêmement inquiets. On constate leur difficulté à faire reconnaître leur rôle, à pouvoir exercer leur rôle de père. Une sorte de multiparentalité autour de l'enfant n'est pas souhaitable. Nous y sommes absolument opposés, tout comme les UNAF, tout comme l'ensemble des associations familiales. L'UNAF, qui représente l'ensemble des associations familiales, est opposée aussi au statut du beau-parent. Est également envisagé de créer une prémajorité. Créer une prémajorité pour les enfants. En fait, est-ce que le gouvernement n'a pas d'autres urgences que des mesures démagogiques, que des mesures qui vont restreindre l'autorité parentale à un moment donné où tout le monde se plaint, et en particulier l'éducation nationale, de la difficulté des parents à élever leurs enfants et de toutes les retombées de ces difficultés sur la collectivité
et des difficultés à venir, puisque quand on parle des enfants, on parle des adultes de demain, on parle de la société de demain. Créer une pré-majorité n'apportera absolument aucune aide, bien au contraire aux parents, pour élever leur enfant. Voilà. Ce projet, pour le peu qu'on puisse en savoir, puisque tout ça reste assez flou, peu déterminé, ce projet nous inquiète beaucoup, ne nous semble pas partir pour aller dans le bon sens, et il vise notamment pour objectif la protection de l'enfant. On paraît être loin de protéger les enfants en réalité. Simplifier la vie des adultes, pas sûr non plus. Voilà. Donc manifestation d'avertissement, d'alerte, et aussi un appel à la paix, un appel à vouloir sortir de la fracture, des divisions, de la division des Français. Le gouvernement, en ce moment, avec M. François Hollande, somme toute, a l'air de chercher uniquement à diviser, à énerver, à exciter. C'est gravissime. Nous demandons que tous ces projets stoppent, s'arrêtent, et même de manière définitive. Par ailleurs, François Hollande, à propos de la GPA, a évoqué le fait qu'il y était opposé, ou qu'en tout cas il n'y aurait pas de gestation pour autrui sous son quinquennat. Enfin, son quinquennat va s'achever assez vite, hein. C'est pour ça que nous continuons d'alerter sur le danger de GPA. Et nous serions très heureux que François Hollande s'engage à agir sur la GPA, qu'il invite les autres pays à agir contre la GPA, et pourquoi pas aller vers un engagement international contre la gestation pour autrui, qui revient au marchandage, à l'utilisation du corps de la femme, et qui revient au marchandage, à la marchandisation, pardon, de la femme et de l'enfant. Pourquoi M. Hollande n'irait-il pas jusqu'à s'engager de manière ferme et forte à se battre, y compris au niveau international, contre la gestation pour autrui? Ça nous paraît, c'est nécessaire. La circulaire Taubira que M. Hollande a laissé passer, la circulaire Taubira qui facilite l'accueil d'enfants nés de GPA à l'étranger, en réalité aide à contourner la loi française, ce qui pour une ministre de la Justice est tout de même extraordinaire. Et bien que M. Hollande mette en œuvre le fait qu'il soit opposé, dit-il, à la GPA, qu'il mette en œuvre, qu'il pose des actes et qu'il s'engage là-dessus, c'est ce que nous souhaiterions naturellement. Quelques mots sur les 7000 mariages qui ont été célébrés, nous dit-on, le mariage entre personnes de même sexe. Et on nous dit, voyez, il ne s'est rien passé, cela ne change rien. Mais et comment cela change quelque chose? Ça veut dire des enfants qui pourront être adoptés, et comme je le disais tout à l'heure, qui une deuxième fois seront privés délibérément et sciemment d'un père et d'une mère. Mais la priorité de la société doit être aux droits et aux besoins de l'enfant. Les désirs des adultes passent après les besoins et les droits de l'enfant. Il y a des petites jumelles qui ont déjà été adoptées dans ce contexte-là. Eh bien, nous le déplorons fortement et fermement. Les conséquences pour la société sont bien réelles, pour les enfants sont bien réelles. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et comme si aucune conséquence n'en rejaillissait. D'autre part, on entend les entreprises, un certain nombre d'entreprises qui ont un logo qui représente une famille, père, mère, enfant. Quels que soient les modes de vie, c'est pas la question. Un enfant né d'un homme et d'une femme, et c'est ça qui est extrêmement important. Et on voit que les entreprises commencent à dire on va refaire nos logos, on va indifférencier tout ça, etc. Ce symbole, les symboles des logos disent très bien à quel point l'évolution culturelle va vite et à quel point les conséquences sont bien réelles et dans la réalité de la vie d'un certain nombre d'enfants et dans les symboles. Et les symboles, c'est très fort. Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, ces 7000 mariages, eh bien, clairement, il y aura des conséquences, et il y a d'ores et déjà des conséquences très concrètes, comme pour ces petites jumelles. Et on sait très bien que ces enfants chercheront toute leur vie le père ou la mère dont on les aura privés.
François Hollande a annoncé hier que les cotisations, la cotisation famille des entreprises d'ici 2017 serait supprimée et qu'on trouverait une autre manière de payer des prestations sociales. Donc on est en train, comme nous l'annonçons depuis des mois et comme nous le prévoyons depuis des mois, de mettre totalement par terre la politique familiale. La politique familiale, elle a été bâtie sur un apport, une aide des entreprises aux familles. Pourquoi? Parce que les familles élèvent des enfants qui demain travailleront, qui demain contribueront aux besoins du pays et qui demain dépenseront aussi, puisque ces enfants deviennent des adultes. Et donc une contribution à la vie économique du pays qui est majeure, et c'est la raison pour laquelle les entreprises contribuaient, aidaient, et c'est la raison pour laquelle l'État investit dans la famille. Il investit, il prépare l'avenir, l'État, c'est bien son rôle. Alors qu'on cherche à alléger les cotisations, très bien, mais que l'État, qu'on coupe, qu'on casse, qu'on veuille mettre fin à ce lien entre les entreprises et les familles, c'est incompréhensible. Et que François Hollande ne sache même pas dire quelle autre solution il envisage, c'est tout simplement absolument irresponsable. Les prestations sociales, c'est extrêmement important. Que ces prestations sociales concernent toutes les familles, c'est extrêmement important. L'engagement de l'État, c'est d'aider les familles qui elles-mêmes donnent de manière immense pour la société. Cet engagement de l'État, cette reconnaissance de l'État est très importante. Et on voit bien que là, on remet en cause. Et nous crions, nous appelons à l'aide, nous alertons, nous avertissons sur la gravité de ce qui est en train de se passer, qui est l'éclatement de la politique familiale. De la politique familiale, il y a la politique sociale d'un côté, qui n'a pas à être payée d'ailleurs forcément par les mêmes organismes, politique sociale qui est très importante, mais la politique familiale concerne l'ensemble des familles. C'est un investissement de l'État, c'est coûteux, très certainement, mais c'est fondamental pour l'avenir du pays, l'avenir humain, l'avenir économique du pays. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Pierre-Louis, quelques mots sur la mobilisation des régions? Et est-ce que vous pouvez me passer aussi les visuels de la Manif pour tous pour le 2 février. Viens t'installer, Pierre-Louis, tu pourras nous dire quelques mots sur la mobilisation des régions. Bonjour. Alors attends, je voudrais d'abord vous montrer les visuels de la Manif pour tous. Arrachons l'enfant aux déterminismes gouvernementaux. Monsieur Payon nous a expliqué et pense qu'il faut arracher, le mot est d'une violence inouïe, arracher l'enfant aux déterminismes familiaux, ethniques, intellectuels, sociaux. Eh bien, nous disons qu'il faut arracher l'enfant aux déterminismes gouvernementaux. Bien sûr, nous singeons Payon, nous nous amusons de Payon, des propos de Payon, nous l'imitons. C'est toute la même? Non, mais il y en a d'autres. Ah. En petit modèle. En petit modèle. Parmi d'autres, égalité, celle des enfants d'abord. Pardonnez-moi, c'est pas très grand. Égalité, celle des enfants d'abord. Nous parlons de l'égalité entre enfants, égalité. Ils doivent tous avoir un père et une mère. Après, il y a les accidents de la vie, il y a malheureusement des orphelins, bien sûr. Mais on ne peut pas sciemment aller vers l'idée, l'acceptation de priver des enfants de père et de mère. Pression fiscale, bientôt à la rue et des gens dans la rue. Oui, nous descendons. La politique fiscale, c'est un levier majeur pour aider ou non les familles, les entreprises, etc., etc. Mais les familles, oui, bien sûr. La baisse du quotient familial, la fiscalisation de la part famille des retraites pour ceux qui ont élevé plus de 3 enfants, etc. L'individualisation de l'impôt, le projet d'individualiser l'impôt est scandaleux. Ça revient à pénaliser les foyers dans lesquels il y a un seul des deux qui travaille, c'est-à-dire à pénaliser les femmes qui élèvent, ou les hommes éventuellement, leurs enfants. Quel est le projet derrière cela? Au NLR, on ne lâche rien, bien sûr. On est sur des questions tellement fondamentales. Un père et une mère, c'est le droit et la demande et le souhait et le besoin de l'enfant qui est adopté, qui va être adopté. Non merci, c'est pas leur genre.
l'enfant, il est garçon ou fille, et remettre en cause, vouloir dire, il n'y a pas vraiment de différence, c'est la société qui les impose, c'est absurde. Et en plus, on nous prend vraiment pour des idiots. On nous dit, oui, oui, il faut absolument autoriser l'enfant à jouer avec, enfin le garçon à jouer avec des Barbies et la petite fille à jouer aux petites voitures. Non mais attendez, qui interdit à une petite fille de jouer aux petites voitures et aux pompiers? Vouloir nous faire croire qu'aujourd'hui il y a un esprit terrifiant dans lequel on interdirait quelle maîtresse, quel parent, quelle école. On agite là des épouvantails qui sont absolument absurdes et naturellement nous dénonçons ces faux épouvantails et nous demandons, nous souhaitons que en effet le garçon soit clairement reconnu dans son être garçon et éventuellement dans ses goûts de garçon, qu'il soit libre et qu'on ne cherche pas à contrarier, c'est absurde. Et la même chose pour la petite fille. Parents ou pas, homo ou hétéro, droito ou gaucho, Mac ou PC, ensemble dans la rue, donc le 2 février pour les plus petits. Et puis il y a beaucoup de visuels et nous les dévoilons petit à petit. Nous reprenons là l'ensemble des sujets, filiation, fiction, fabrication d'enfants, marchandisation du corps, idéologie du genre, pétition au pilon, et nous reprenons aussi persécution fiscale, démocratie confisquée, puisqu'on voit bien que nous avons le plus grand mal à nous exprimer. Alors le 2 février, nous démarrons à Paris à 13h de la place du 18 juin 40, raison de notre présence ici. Et à propos de démocratie confisquée, la préfecture de police de Paris nous pose déjà des difficultés sur une partie de notre trajet. Nous souhaitons aller jusqu'à la Concorde. La CGT a fait des manifestations cette année, 2 manifestations qui ont été autorisées place de la Concorde. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi ne pourrions-nous pas arriver place de la Concorde? Pourquoi à chaque fois des difficultés, là où les autres organismes n'en ont pas? Voilà. En tout cas, nous démarrerons à 13h de cette place du 18 juin 40 et à Lyon, la manifestation démarrera le 2 février à 14h de la place Bellecour. 14h. 14h de la place Bellecour. Est-ce que Pierre-Louis, qui est, je vous présente le coordinateur des pôles, le directeur général de la Manif pour tous, Pierre-Louis Santos, et est-ce que tu peux nous parler de la mobilisation et des préparatifs des régions pour ce 2 février? Où en est-on? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'organisation du mouvement, mais on est structuré en fait en province, région et département, avec des responsables à chaque niveau. Donc actuellement, la montée en puissance est en route. Je pense qu'on sera prêt à peu près une semaine avant. On a cette année la particularité de manifester à 2 endroits, ce qui fait qu'en fait à Lyon, on retrouvera les gens qui vont, si vous voulez, de Nice à Toulouse, grosso modo, viendront à Lyon, et le reste de la France viendra à Paris. Il y en aura peut-être même quelques-uns qui iront au Luxembourg, puisque le Luxembourg semble se joindre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le dire tout à l'heure, tu as parlé des pays étrangers. Non, tu as raison, le Luxembourg aussi. Voilà, donc le Luxembourg est en train de s'ajouter à la liste des pays, alors évidemment les gens qui sont en Lorraine et par là iront manifester au Luxembourg. Donc l'organisation est un petit peu différente de ce qui s'est passé dans la première phase du mouvement, où tout se concentrait sur Paris, et je pense que c'est important. Donc, bon, on ne s'attend pas, pour être très clair, à avoir 1 million de personnes dans la rue dans 3 semaines. C'est pas le but d'ailleurs. Le but, c'est bien une manifestation d'avertissement. Et donc, la manifestation est homogène à ce souhait. Voilà. Au moment où je vous parle, on n'a pas de raison de penser que ça ne se passe pas bien. Voilà ce que je peux vous dire, sans engager trop. Et c'est combien de personnes? Ça se passe bien, d'après vous? Qu'on ait une idée? On ne donne, on ne cherche jamais à donner des chiffres à l'avance. Nous ne savons pas, très honnêtement. À la préfecture, vous déclarez quoi, par exemple? À la préfecture, on n'a pas encore donné de chiffres parce qu'on est dans la négociation. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de document pour le moment figé. Vous savez, le 17 novembre dernier, on avait donné 10 000 personnes et on était 150 000 à 200 000. Donc, ce chiffre donné à l'avance n'a pas de sens. Et surtout, vous savez, les gens s'inscrivent, en plus ils ont une certaine habitude de manifester, ils s'inscrivent très tardivement pour les quarts,
Alors là, les cartes commencent à s'organiser, à être proposées, etc. Les inscriptions se font, les réseaux sociaux sont très animés, etc. Mais les gens s'inscrivent très tard. Mais c'est plutôt des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes que vous attendez? Autant qu'en novembre? Non, je ne donnerai pas de chiffres. Nous ne savons pas. Il est bien trop tôt pour chercher à faire une évaluation. Et nous n'avons jamais donné de chiffres parce que ça n'a pas de sens de s'enfermer dans les chiffres. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la mobilisation est très ferme. Hein. Les Français sont extrêmement... les sympathisants de la Manif pour tous, vous avez noté que les Français restent opposés. On est toujours sur la même opposition à la loi Taubira. Les Français sont très opposés à ses conséquences. Les Français sont opposés à la libéralisation de la PMA, sont très opposés aux mères porteuses, sont opposés à la question, au concept de genre, souhaitent que ce ne soit pas enseigné, et on sent bien que les gens sont très mobilisés. Voilà. Après, chercher à chiffrer, je ne crois pas que... D'abord, c'est beaucoup trop tôt, et ça n'a pas d'intérêt, honnêtement. Nous ne sommes pas dans ce calcul-là. Nous travaillons, nous agissons, nous communiquons. Il va y avoir environ 2 millions de tracts distribués, ça va commencer là en fin de semaine. Nous allons coller, distribuer, diffuser, voilà, de manière très active. C'est quoi l'avertissement que vous lancez au gouvernement? Quand il y a un avertissement, il y a une forme de menace sur ce qu'il pourrait y avoir derrière si le gouvernement n'a pas le comportement. Quand je dis manif d'avertissement, c'est pas dans ce sens-là. Nous avertissons le gouvernement, nous alertons le gouvernement François Hollande, les Français, et la même chose dans les autres pays. D'ailleurs, il y aura aussi une manifestation à Hong Kong le 2 février. Hong Kong, non pas des Français de l'étranger, et Taïwan. Ils souhaitent, eux aussi, dans d'autres pays, ils commencent à s'inquiéter très fortement de ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, les revendications du lobby, je dis bien lobby LGBT, qui représente une ultra-minorité qui ne représente même pas l'ensemble des homosexuels, ces revendications, ça commence à suffire. La loi, dans tous les pays, doit s'intéresser d'abord à l'intérêt de l'enfant, à l'intérêt général, au bien commun. On ne peut pas être tout le temps sur ces sujets-là. Cela prend trop de place, cela prend trop d'importance, cela n'est pas juste pour l'ensemble de la société française et cela est injuste pour l'enfant. Et l'ensemble des pays commencent à dire « ça suffit ». Ça suffit. Cette identité de genre dont on parle de plus en plus, qu'on trouve dans les textes internationaux, ça suffit. L'être humain est homme ou femme. Voilà. Et avertissement, ça veut dire quoi? Effectivement, je reprends la question de mon collègue. Quand on avertit quelqu'un... Là, c'est en amont. Ces mais... projets de loi... Attendez, je vous dis. Ces projets de loi sont en train de se préparer. Et nous avertissons que nous sommes opposés, avant même qu'ils soient déposés. Nous prévenons, nous alertons, nous prévenons. Voilà. Que nous sommes opposés, et cette fois-ci, au lieu de le faire quand c'est tard, nous le faisons tôt. Et si ça se passe réellement? Ah ben, il y aura des manifestations nationales très importantes, comme l'année dernière, et nous prévenons. En amont, le projet de loi famille n'est pas encore déposé, et donc nous prévenons avec force bientôt, le plus tôt possible, voilà, que nous sommes opposés. Je peux ajouter un petit complément. Sur Taïwan et Hong Kong, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas du tout allé les chercher. Ils sont venus, c'est eux qui ont eu l'initiative vraiment tout seuls. Et la seconde chose, c'est s'agissant de cette manifestation-là, et des sujets qu'on traite, vous comprenez bien qu'ils sont beaucoup plus difficiles à exposer, à expliquer, d'où cette notion d'avertissement, de prévention, etc., que le simple refus de la loi Taubira, qui était un slogan très simple, on n'en veut pas. Là, il y a tout un tas de sujets dont il faut que également nos compatriotes prennent conscience, ce qui n'est pas encore complètement fait. Donc l'un des autres objectifs de cette manifestation, c'est bien d'exposer dans le détail et de faire comprendre à tout le monde ce qui est en cause. Parce que la loi famille, comme Ludovine vous l'a dit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, on commence à avoir quelques idées. Vous imaginez bien qu'il y a quelques informations. Il y a un tas de nos compatriotes qui n'en ont pas. C'est aussi un des objectifs de bien faire comprendre ce qui est en jeu et ce qui va l'être. Et qui manifeste à l'étranger? C'est des Français Non. À qui alors? Des
Qui viennent d'où ces collectifs qui se montent? Ah bah ce sont des gens comme nous. Hein. Ce sont des gens comme nous, des citoyens X, Y et Z. Par exemple, en Espagne, en Italie, vous pouvez nous dire quelles organisations appellent à manifester? Alors j'ai pas, honnêtement, là j'ai pas la liste des organisations. L'Italie, ce sont trois, ils sont deux qui ont voulu reprendre la Manif pour tous France et la lancer en Italie. Mais ce sont des Français. Pas d'association. Non, ce sont des Italiens. Et ils n'avaient pas d'association. Ils partaient de rien comme nous. Nous sommes partis l'année dernière. Nous sommes partis, si je puis dire, from scratch. Voilà. Ça, pour l'Italie, je les ai rencontrés plusieurs fois, donc je connais très précisément leur histoire. Hong Kong, je crois que c'est la même chose. Mais donc, ce sont, pour dire les choses franchement, de toutes petites organisations qui n'ont pas du tout le passé qu'a par exemple la Manif pour tous, qui est derrière elle. Non. Ah bah ils font comme nous l'année dernière. Voilà. Ils font comme nous l'année dernière, ils partent de rien. Et donc il faut s'attendre à plutôt des petites manifestations, parce que quand on part de rien... Écoutez, à Taïwan, il y a eu 150 000 personnes au mois de décembre, début décembre, allez voir sur Internet. 150 000. Il y a eu une manifestation absolument stupéfiante qui était entre guillemets une copier-coller à nos couleurs, de nos couleurs, nos logos, les principes, même l'organisation des podiums, etc. 150 000 personnes. Vous verrez, c'est une très belle manifestation à Taïwan. C'était quel jour, pardon? C'était début décembre. Vous trouverez très facilement manifestation Taïwan. Et vous enquêtez avant de donner votre... Oui, on enquête de manière très précise. Mais là, Taïwan, ils ne nous ont pas demandé d'autorisation. On l'a découvert une fois que c'était fait. Et là, maintenant, on est en contact avec eux. Vous êtes sûr que ce n'est pas des mouvements extrémistes Alors, on est toujours très vigilant à vérifier qu'ils sont bien sur le même... On leur demande, ou alors, c'est pas possible, d'être sur le même positionnement que nous, effectivement. Non violent, familial. Mais il y a un logo commun, par exemple? Ils reprennent le logo de... Je doute que ce logo à Taïwan, par exemple, soit très représentatif. Ouais. Ah mais si, c'est exactement ça. Si vous allez sur le site, tout à fait, vous verrez, ils ressemblent à s'y méprendre. C'est pas exactement les mêmes, et ils ne nous avaient d'ailleurs pas demandé d'autorisation. Donc dès qu'on a découvert ça, on a pris contact avec eux. On a eu un peu de mal d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas qui ils étaient. On a pris contact avec eux. Et en Italie, en Espagne, c'est aussi le même logo qui est repris? Alors l'Italie, c'est le même logo, absolument. Et nous leur demandons de signer une charte, nous leur avons demandé de signer une charte, etc. Voilà, et donc ils partent, comme nous l'avons fait l'année dernière, simples citoyens qui créent une association à cette occasion. Voilà, alors évidemment, nous essayons d'abord de faire connaissance, de savoir qui ils sont, etc. avant de... On est au tout début de l'internationalisation du mouvement, très clairement. Donc il y en a qui sont plus ou moins avancés. L'Italie avait été la première, donc elle a déjà une LMPT Italie. D'autres non, mais enfin, c'est le début tout à fait. Et vous serez en France? Alors, je serai moi-même en France, oui, et des porte-paroles de la Manif pour tous vont aller dans d'autres pays. Chaque pays. Voilà, on va essayer de se répartir un petit peu. Et d'en faire venir. Voilà. Alors là, pour le 2 février, il y a des associations, un peu comme les associations familiales, c'est de ce type-là, qui sont organisateurs. J'ai pas le nom aujourd'hui là des associations, parce que tout ça, on va faire en fait une conférence de presse. Et il y aura toutes ces informations à Bruxelles le 23 janvier. Et il y aura toutes ces informations très précises dans le dossier de presse. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler pour quelle raison vous n'avez pas souhaité vous joindre au jour de colère du 26 janvier? Pourquoi vous avez souhaité faire la manifestation le 2 février? Écoutez, la manifestation du 26 janvier, je ne sais pas qui est organisateur. Donc le public, les sympathisants de la Manif pour tous, il nous a paru difficile de les emmener avec on ne savait pas qui. Ensuite, leurs revendications sont extrêmement larges et nous pensons que l'enfant, la famille, l'altérité sexuelle sont des sujets déjà très larges, sont des sujets majeurs, sont des sujets fondateurs pour la société, pour la civilisation, et nous n'avons pas souhaité, si je puis dire, mettre une espèce de panel, une dispersion qui partirait dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que la colère face à l'impéritie du gouvernement et de M. Hollande actuellement ne sont pas légitimes. Mais voilà, je ne sais pas très bien, nous ne savons pas très bien où est-ce qu'ils vont et qui ils sont.
Voilà. Et nous restons focalisés sur le père, la mère, l'enfant et les questions que j'évoquais. Questions anthropologiques, questions de société et qui sont déjà costauds, qui sont déjà très larges. Et on ne veut pas que ces projets PMA, GPA, gender et projet de la famille passent. Donc on le martèle, on assiste et on ne peut pas brouiller toutes les cartes et tous les sujets. Quel regard vous portez sur les révélations sur la vie privée de François Hollande? Écoutez, je trouve ça absolument consternant et je vais vous dire une chose, je constate avec intérêt que la crise, alors deux choses, il prétend que c'est sa vie privée, c'est pas sa vie privée, puisque de toute façon, Madame Trierweiler vit avec lui, donc elle vit, si je puis dire, aux frais du contribuable, n'est-ce pas? Elle a un certain nombre de personnes qui collaborent et qui l'aident. Donc c'est peut-être la vie privée, dans le cas d'un président de la République, est intimement mêlée à sa responsabilité. On voit bien que ça pose un énorme problème politique, puisqu'on ne sait pas qui va aller aux États-Unis et qui va faire partie de tel état voyage présidentiel. Donc contrairement à ce qu'ils disent, ça n'est pas privé, il y a véritablement un enjeu politique et un enjeu d'image et un enjeu national comme international. Et d'autre part, comme il n'est pas marié avec Madame Trierweiler, la suivante, sa petite amie suivante, effectivement, n'a un rôle ou une place ni plus ni moins importante que la précédente. Donc, effectivement, pourquoi est-ce que l'une resterait, pourquoi est-ce que l'autre arriverait? Enfin, on est devant des questions absolument inextricables parce que M. Hollande est dans une situation familiale qui est tout sauf claire, stable, définie. Voilà, c'est désolant. C'est désolant et il met l'image de la France en difficulté. Tout le monde se gausse de cette histoire. Ça n'est pas digne de la France. Où en est la question de la publication de vos comptes? Alors, comme toute association, les comptes sont clos au 31 décembre et comme toute association, il faut le temps de finaliser la comptabilité. Ça passe à l'expert comptable, ça va passer au commissaire aux comptes et les comptes seront publiés oui, dans un délai j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, mais dans un délai tout à fait classique. L'habitude de l'entreprise des associations, c'est 30 jours. Ouais, l'habitude, pour ceux qui clôturent au 31 décembre, c'est 30 jours. Ouais. Voilà, donc ce sera fait en temps et en heure. Et je suis désolée de vous dire qu'il n'y aura, vous n'apprendrez rien de croustillant ni d'extraordinaire, si ce n'est que nous sommes plutôt au ras des pâquerettes en termes de... Vous avez dépensé combien en 2013? Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que les manifestations ont un coût très très différent selon le type d'organisation, de sonorisation. Ouais, oh, un peu plus, oui, un peu plus. Je pense que c'est un peu plus de 2 millions. Un peu plus de 2 millions d'euros. Et comme malheureusement nous n'avons aucune entrée d'argent extraordinaire, contrairement à ce que certains fantasmes voudraient croire, nous ne sommes financés que par les dons des sympathisants et des manifestants, que par des dons de particuliers, et même pas de particuliers richissimes, hélas, on n'a pas eu cette chance. Voilà, et donc au bout du compte, nous sommes à sec, à zéro, mais vous, voilà, tout ça vous sera... je pense même qu'on a pu finir l'année un peu au négatif. Oui, oui. Voilà, tout ça sera rendu public très normalement, en temps et en heure. Vous aviez une question? Non, je suis... D'accord. Est-ce que les élus vont participer comme l'année dernière? Oui, un certain nombre d'élus sur les réseaux sociaux se sont annoncés d'ailleurs, un certain nombre de députés, de maires, et en tout cas ils ont reçu une invitation à venir. Voilà, tout à fait. Alors sur le podium, il n'y aura pas de... On est dans une année d'échéance électorale, donc sur le podium, il n'y aura pas d'intervention d'élus. En revanche, il y a des témoignages qui seront diffusés, nous les interrogeons, nous les rencontrons. Il y a des vidéos qui seront diffusées. Et nous leur avons proposé d'exprimer les raisons pour lesquelles ils se joindront à nous le 2 février. Voilà. Donc les élus là. Oui, les élus, oui. tout à fait. Ce ne sera pas sur le podium, mais il y aura des interventions filmées. Il y aura des interventions filmées, ils sont invités à défiler avec nous. Voilà, mais comme c'est quand même une année d'échéance électorale un peu particulière, nous on est un partisan et on préfère rester en dehors de ces questions électorales. Et justement, sur la question d'un éventuel engagement politique sur les échéances à venir, où en est votre réflexion, notamment Alors, si les problématiques européennes venaient à grandir, comme vous l'évoquiez? Oui, tout à fait. Écoutez, on n'a pas, on s'est organisé, on est en mesure de se porter candidat pour les européennes.
Ouais, on n'a pas décidé, mais on a fait des sondages très intéressants. De quel ordre? Même sans donner les résultats? Avec quel type de questions, par exemple? Mais des sondages officiels, quoi, des sondages... Non, on a fait des sondages pour savoir. C'est tous les partis politiques, quand ils s'interrogent, font des sondages, créent la structure. Nous, on est prêts. On a fait ce travail-là. Avec quel genre de questions? Êtes-vous prêt à voter pour une liste la Manif pour tous? Oui, exactement. Donc on a fait ce travail-là, on sait très bien où est-ce qu'on en est, il n'y en a plus qu'à appuyer sur le bouton. Voilà. Pour les municipales, vous avez... Alors pour les municipales, donc les européennes, c'est tout à fait particulier, c'est à part, et on n'a pas pris de décision, mais de fait il va falloir qu'on décide assez vite. Pour ce qui est des municipales, on a rédigé une charte pour les municipales avec un certain nombre d'engagements, puisque vous savez que le maire peut agir pour la famille dans sa commune, mais il est aussi grand électeur des sénateurs et il est aussi parrain pour les présidentielles. Il a un rôle, le maire, qui est communal et national. Et donc cette charte reprend, les interroge sur leurs convictions et leurs engagements sur ces questions de mariage, filiation, famille, enfants et liberté de conscience. Voilà, donc c'est une charte sur leurs convictions et sur des questions très concrètes. Voilà, elle commence à se diffuser petit à petit, mais vous savez que beaucoup de listes n'ont pas encore donné, ne sont pas encore complètement officialisées, etc. Donc tout ce travail prend du temps. Voilà, mais il doit y avoir à ce jour 800 maires qui ont déjà signé cette charte. Voilà, mais ça, enfin 800 candidats, pardon. Mais ça commence tout juste. Et est-ce qu'il y a des cadres de la Manif pour tous qui seront présents sur certaines listes? Parce que vous-même... Pas escalité, non. Il y a, si vous voulez, le mouvement de la Manif pour tous, il a conduit quand même beaucoup de gens, beaucoup de personnes à vouloir s'engager, qui dans le secteur associatif, qui en politique, etc., etc. Et il y a très clairement un certain nombre de sympathisants, de volontaires de l'année dernière, ou de sympathisants qui vont être sur des listes municipales, et je pense même éventuellement sur des listes européennes. Enfin, je sais qu'un certain nombre le seront. Ils ne le seront pas au titre de leur fonction, et ceux qui ont des fonctions importantes, dans ce cas-là, devront quitter leur fonction à la Manif pour tous pour poursuivre à titre personnel leur candidature à telle ou telle échéance. Donc pas de chance de vous voir, vous, sur une liste? Pas de chance de me voir, moi, sur une liste. Alors par ailleurs, vous savez que la Manif pour tous a organisé un Grenelle de la famille, puisqu'il y avait un projet de loi en cours de préparation et que les lignes directrices des ministres actuels ne sont pas tout à fait celles qui nous paraissent les meilleures pour la société française. Nous avons nous-mêmes lancé un Grenelle de la famille qui s'est déroulé de la 3e semaine d'octobre à la 3e semaine de décembre. Il y a eu des dizaines de réunions partout en France avec des groupes de travail. Et il y a eu des forums, c'est-à-dire des soirées d'échanges avec le public et de débats sur les questions qui concernent le rôle et la place de la famille dans la société, qui concernent aussi les objectifs d'une politique familiale, quels doivent être les objectifs d'une politique familiale, et quels doivent être les principes et les mesures que l'on pourrait proposer. Nous souhaitons donc aboutir à la rédaction d'une proposition de loi famille. Nous sommes en train d'analyser toutes les remontées, toutes les synthèses de ces forums et de ces groupes qui ont travaillé là pendant plusieurs mois. Et le 8 mars prochain, à la Mutualité, 8 mars prochain après-midi, nous allons rendre publique cette proposition de loi famille qui sera donc alternative à celle que présente le gouvernement. Sachant que nous avons bien sûr déjà des parlementaires qui sont prêts à présenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc il y aura une partie, c'est sur le format d'une loi cadre, donc une partie avec les principes et une deuxième partie avec les mesures que nous proposons. Et je dois dire que les remontées des groupes de travail et de ces forums et de ces débats sont extrêmement riches de propositions et d'idées fortes. C'est intéressant de souligner qu'il y a à peu près 5000 personnes en France qui ont travaillé d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de ces documents. C'était de quelle date à quelle date? De la 3e semaine d'octobre à la 3e semaine de décembre. Et on sait déjà s'il y a des mesures, c'est des mesures précises? Le 8 mars, elles seront annoncées le 8 mars. Mais vous ne pouvez pas nous donner quelques... Et non. Non, et puis... Il faut que le travail soit fini. Oui, il faut que le travail soit fini, absolument. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les principes, dans les idées fortes qui sont proposées, il y a pas mal de propositions et c'est même difficile
On ne veut pas faire un texte trop long, et il faut vraiment choisir ce qui nous paraît le plus pertinent, le plus important, le plus significatif pour la suite, pour la famille. Et c'est véritablement très riche de propositions. Et puis en plus, on voudrait aussi faire budgéter ce que ça représente, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un Père Noël, évidemment. L'ensemble des propositions sont plutôt pas forcément coûteuses, plutôt qualitatives. Malgré tout, il y en a qui représenteront un budget, et on voudrait proposer quelque chose qui soit pertinent et possible, bien sûr. Et qui sont les parlementaires qui sont prêts à la déposer? Je ne peux pas pour le moment dévoiler leur nom. Mais vous savez, il y a une entente parlementaire pour la famille. Alors l'entente parlementaire pour la famille, non, vous avez plusieurs partis qui sont représentés. Donc en tout cas, ce sont des députés de l'entente parlementaire pour la famille. Voilà. Voilà. Donc la Manif pour tous, elle déploie tout un travail de formation. Vous savez qu'on a fait une université d'été la deuxième quinzaine, le deuxième week-end de septembre. La Manif pour tous, aujourd'hui, elle déploie tout un travail de formation et de proposition. Et de réflexion. Et tout en poursuivant, bien entendu, tout ce qui est contestation, alerte, action, voilà. Et on déploie vraiment ces deux volets, puisque nous ne voulons pas seulement dire non, nous voulons aussi être proposants. Nous voulons être constructifs et nous voulons bâtir. Voilà. Donc nous avons beaucoup de travail devant nous. Le deuxième. Est-ce que les manifestations donc, au niveau européen annoncent la création d'une coordination, d'une fédération? C'est en train de se faire, tout à fait. On est en train, exactement, on est en train d'aller vers la mise en place d'un réseau international. Il se bâtit même très très vite. J'ai aussi des contacts avec les États-Unis, très fréquents. Et justement, on parlait de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est un scandale absolu et il faut vraiment travailler au niveau international. C'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure. Parce que si la gestation pour autrui est autorisée dans certains pays, les autres diront bah, maintenant il faut l'avoir aussi. Et donc nous pensons véritablement que cela fait partie des sujets majeurs sur lesquels il faut très rapidement se battre. Comme on a pu se battre pour l'abolition de la peine de mort, pour l'abolition de la ségrégation, etc., eh bien, le refus, l'interdiction de la gestation pour autrui, à notre sens, est un combat majeur que nous devons mener et avec le plus de pays possible. Et je dois dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Hong Kong et Taïwan, les pays bougent, les pays se lèvent. Il y a aujourd'hui une véritable mobilisation, c'est-à-dire que tout d'un coup les citoyens se disent mais qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On marche sur la tête. On marche sur la tête. Les êtres humains sont hommes et femmes. Pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Le besoin de l'enfant, c'est d'être dans la mesure du possible élevé par son père et sa mère. À titre indicatif, il y a une pub qui vient de sortir cette nuit. Pour 4 000 $ de plus, vous choisissez le sexe du bébé. Voilà. Aux États-Unis? Oui. Oui. Voilà, voilà tout l'ensemble du travail que nous couvrons. Et une dernière question, encore sur les manifestations, mais celle qui précède celle du 2 février. Donc ce week-end, il y a la marche pour la vie. Est-ce que la Manif pour tous appelle à manifester ou est-ce que c'est... Alors la Manif pour tous, moi, à titre personnel, j'ai exprimé ma position, mais nous n'avons pas engagé le mouvement sur ce sujet. Si vous voulez, la liberté d'expression, c'est absolument essentiel. Donc je pense qu'il y a des combats qui sont tout à fait complémentaires les uns des autres. Voilà, après, moi je ne suis pas une femme politique qui va m'exprimer et prendre position sur tout ce qui se passe, en France. On est sur un axe déjà large. Mais en revanche, il y a tout à fait complémentarité des combats. Sauf si vous venez à vous engager en politique pour les européennes, par exemple. Vous serez obligé de prendre position sur tout un tas de sujets. C'est très juste, et donc je vous disais qu'on s'y prépare, parce qu'on voudrait être prêt au cas où. Vous travaillez sur tous les autres sujets. Alors, ça veut dire que... Oui, le délai légal. C'est quoi le délai légal? Je crois que c'est fin mars. Fin mars. Ouais. Si vous voulez, en fait, quand on... Si vous travaillez sur toutes les questions de sortie de l'euro... Non. On ne travaille pas sur toutes les questions de sortie de l'euro, etc. En revanche, quand on a un certain nombre de convictions et de valeurs sur la place de l'homme dans la société, sur la place de la famille dans la société, et puis aussi sur le bien commun, ça permet en réalité de travailler sur pas mal de sujets et de positionner, les choses, non pas en fonction de l'intérêt de tel ou tel lobby, intérêt particulier, etc. Ça permet aussi
de réfléchir autrement. Et autant vous dire que si nous nous présentons aux européennes, ce sera avec une logique qui ne sera pas celle qui est classique et habituelle dans les pratiques politiques. Ce sera justement pour bousculer un petit peu la manière d'être, de faire, de se présenter et de se positionner. Et de mettre les priorités. Dans toutes les régions de France. Dans ce cas-là, ce sera dans toutes les régions de France. Mais encore une fois, on a dit et on l'a fait, on s'est préparé au cas où, et on verra. On va voir. Donc ça voudrait dire qu'il y a une liste, qu'il y a une liste manif pour tous vraiment intitulée peut-être de cette manière, ou bien est-ce que ce serait des listes soutenues par la manifestation pour tous? Non, non, dans ce cas-là, ce seraient des listes de la manif pour tous, officiellement et clairement. Voilà. Très important. Nous venons de publier cet ouvrage sur la saison 1 de la manif pour tous. Un ouvrage dans lequel l'histoire, mais surtout l'histoire visuelle est retracée, dans lequel sont repris un certain nombre de citations, de panneaux, d'affiches, d'événements. Voilà, l'histoire est retracée d'une manière extrêmement vive. C'est un beau livre. N'hésitez pas à en rendre compte dans vos colonnes. Qui est vendu sur le site. Voilà, il est vendu sur le site internet de la Manif pour tous. Il est haut en couleur. Ça coûte cher à fabriquer. 22,50 €. 22,50 €. Voilà, il est très émouvant à lire pour tous ceux qui ont participé à ce combat. Il retrace par thématique toute cette année 2012-2013. Mensonge d'État, les citations des ministres et de M. Hollande, entrée de service, tous les volontaires, rose intégrale sur tout l'aspect visuel, graphique, etc. Le million, les grandes manifs, figure libre, tous les mouvements, veilleurs, sentinelles, Marianne, etc. Qui sont nés dans le sillage de la manif pour tous. Répression pour tous, vous savez que nous avons eu des centaines et des centaines et des centaines d'interpellations. Et Res Publica, c'est le rôle des élus et des maires, enfin maires et parlementaires, dans le combat que nous avons mené. Voilà, un bel ouvrage que je vous recommande. Vous avez laissé quelques photos de Brigitte Bardot, bien sûr. J'allais poser la question. Bien sûr. Elle apparaît souvent. Bien sûr, oui. Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, elle a râlé, elle aurait souhaité qu'on ne l'y mette pas, mais dans les apparitions publiques d'une manifestation publique, voilà, il n'y a pas de... C'est comme ça. C'est comme ça. Et je crois que nous avons respecté et son souhait de discrétion et le fait qu'elle a eu un rôle fondamental. Voilà. On ne va pas gommer l'histoire, bien entendu. Au contraire. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Merci. Merci à vous.